73 ans d'indépendance du Togo, l'événement se célèbre ce 27 avril 2023, mais aujourd'hui, que célèbre-t-on exactement et quel regard portons-nous sur ce parcours? Nous en parlons dans l'invité aujourd'hui, Togo, 63 ans d'indépendance, bilan et perspectives, c'est le thème. Et pour en parler, nous recevons Sénat Ali Puis, député, troisième vice-président de l'Assemblée nationale togolaise. Vous êtes également conseiller spécial du président national de l'UFC. Bonsoir Sénat Ali Puis et bienvenue. Bonsoir Monsieur Yaovi, bonsoir chères auditrices, chers auditeurs, chers internautes. Alors, le Togo a accédé, comme je le disais, tantôt à la souveraineté internationale le 27 avril 1963. En 63 ans d'indépendance, quel bilan peut-on faire aujourd'hui du chemin parcouru au plan politique, économique et social, si on peut tout englober en quelques mots? Quel bilan faites-vous aujourd'hui de ce parcours? Ben, avant, avant toute chose, je voudrais souhaiter une bonne fête de l'indépendance à toutes les Togolaises et à tous les Togolais d'ici et d'ailleurs et saluer, m'acquitter du devoir de saluer la mémoire de tous ceux qui sont tombés, qui ont fait des sacrifices dans cette lutte pour que notre pays soit indépendant. Je salue donc leur mémoire et nous allons continuer à travailler pour que leur sacrifice n'ait pas été vain. Nous allons continuer à bâtir un pays qui nous ressemble, un pays qui nous rassemble dans la pure tradition des pères de l'indépendance qu'elle a blodée. Maintenant, pour répondre de façon plus spécifique à votre question concernant le bilan, le cadre de cette émission est un peu étroit pour pouvoir faire un bilan exhaustif de 63 ans d'indépendance. Ce que je peux dire de façon générale, c'est qu'au plan politique, nous avons une situation actuellement qui est relativement stable depuis plusieurs années consécutives, comme vous pouvez le constater. L'histoire politique du Togo n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Nous avons en gros 4-5 périodes. Une première période qui va de 60 à 63 et qui prend fin avec le décès tragique du président Sylvanus Olympio, père de l'indépendance. Nous avons une petite transition qui va jusqu'en 67. Nous avons une période qui va de 67 à 2005 avec deux systèmes politiques pendant cette période. Le système de parti unique d'une part, qui va jusqu'en 90 par là, et une démocratie multipartite à partir de 90 qui va jusqu'en 2005 et qui continue jusqu'à présent. Et donc si on veut regarder les choses de cette perspective-là, on peut dire que la situation étant stable depuis plusieurs années, notre pays a fait un certain nombre d'avancées, mais ce n'est pas suffisant. Du point de vue de l'opposant que je suis, je pense que nous avons encore beaucoup de chemin à faire en termes d'enracinement de la culture démocratique dans le pays. Nous avons en place des structures démocratiques, nous avons pu mettre en place un système démocratique, mais la culture démocratique est un travail de longue haleine qui prend du temps et nous allons continuer à travailler ensemble sur ce chantier pour que nous soyons démocrates dans la façon de penser, dans la façon de nous exprimer et dans nos actes. Et 63 ans d'indépendance, donc sur le plan politique, le défi maintenant, c'est d'enraciner la démocratie, que les valeurs démocratiques soient partagées. Et ce n'est pas, la question démocratique ne se résume pas seulement à une question d'alternance entre partis au pouvoir et opposition. Il y a la question de démocratie intra-parti. Vous voyez que cette année, plusieurs partis tiennent des congrès. Oui. Il y en a qui sont en retard, il y en a qui ne le sont pas, ce qui pose le problème de la démocratie à l'intérieur des partis. Donc il faut que la démocratie fonctionne à l'intérieur des partis pour que, au niveau du pays même, de façon générale, ça soit juste, on réplique la même chose. Donc nous avons beaucoup de chemin à faire sur ce plan-là. Nous avons connu des heures sombres, mais je pense qu'aujourd'hui, qui est un jour de fête, qui est le jour de l'accession du Togo à l'indépendance, il faut qu'on jette un regard dépassionné sur notre passé et qu'on l'assume avec les bonnes choses, les moins bonnes, les imperfections, et qu'on essaie de faire plus et mieux pour mettre nos populations à l'aise et garder une certaine stabilité sur le plan politique pour qu'on puisse se consacrer aux questions de développement. Ce qui m'amène à la question du développement économique. Nous avons aussi connu plusieurs périodes. Il faut dire que l'histoire économique du Togo n'a pas non plus été un long fleuve tranquille. Au départ de 60 à 63, nous avons un président libéral qui essaie de structurer le pays pour le développement. Il a
commencé par faire le port et faire un certain nombre d'infrastructures dans le pays, et qui a été freiné. Ensuite, nous avons un régime de parti unique où tout est centralisé. Donc, tout est centralisé, l'État entreprend, l'État prend beaucoup de risques et les circonstances ont été favorables dans les années 70. On a eu des recettes importantes venant du phosphate. On a fait des gros budgets, on a beaucoup investi, l'État a beaucoup entrepris. Et l'effondrement des cours au début fin des années 70, début des années 80, nous a amené à devoir faire des politiques d'ajustement structurel et à mener des politiques libérales pour restructurer notre dette et revoir la façon dont notre économie est gérée. Et bon, on est sorti de ces périodes-là. Ensuite, au début des années 90, on est rentré dans une période de sanctions économiques, donc avec moins de ressources. Et il faut dire qu'entre-temps, le monde a traversé un certain nombre de récessions aussi, donc qui nous impactent, puisque nous sommes un pays qui est très dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, nous avons les sanctions économiques, d'une part, qui nous ont affectés à partir de 92. Et ensuite, nous avons eu la dévaluation. Et les Togolais n'ont pas eu autant de mesures d'accompagnement que les autres pays, pour toutes sortes de raisons. Et donc nous avons été un pays qui était en situation assez délicate sur le plan économique, avec la grève générale illimitée qu'il y a eu dans cette période-là, qui a également mis notre pays économiquement à genoux. Et nous arrivons donc à la période de 2005, où le budget du Togo tourne autour de 248-250 milliards. Et nous entrons dans une phase où l'État est complètement restructuré, que ce soit politiquement à travers l'APG et tout le reste, mais également économiquement. On a essayé de faire des réformes libérales, pas on, puisque nous sommes de l'opposition, mais nous constatons, puisqu'on fait le bilan, qu'il y a un certain nombre de politiques libérales qui ont été mises en place pour assainir le climat des affaires et essayer de relancer la machine. Alors ces efforts-là de 2005 à 2010 ont été faits. Et à partir de 2010, comme vous devez le savoir, notre parti est entré au gouvernement et on a mis fin aux sanctions économiques sous lesquelles le Togo ployait depuis plusieurs décennies, ce qui a permis de mener une politique expansionniste qui a donné un taux de croissance stable d'environ 5% tout au long de la décennie qui commence autour de 2010. On a pu faire beaucoup de choses. Mais toutes ces avancées macroéconomiques et toutes ces histoires-là, les populations ne le ressentent pas forcément. Donc je ne vais pas perdre trop de temps avec ça, je vais essayer de rapidement terminer en disant qu'on a eu cette période-là où on a mené une politique expansionniste avec la reprise de la coopération de 2010 jusqu'à autour de 2020. Et nous sommes rentrés dans la période de Covid, où l'économie s'est à nouveau contractée, où il a fallu mener des politiques keynésiennes, injecter beaucoup d'argent dans l'économie, qui crée aussi l'inflation que nous avons en ce moment, en dehors des autres chocs auxquels notre économie a été soumise. Donc, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes dans une situation où nous avons une situation d'inflation, donc qu'on peut appeler plus ou moins vie chère, que vous vivez, que nous vivons. Et nous avons des recettes pour la vie chère, mais aujourd'hui est le lieu de faire le bilan et pas d'entrer en campagne. Et dans les mois qui viennent, quand la campagne électorale va s'ouvrir, nous allons partager avec vous quelles sont les solutions de notre parti, le parti de M. Olympio, le parti qui a amené l'indépendance, en tout cas dont nous sommes héritiers au Togo, pour soulager les populations du problème de vie chère. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certains ont l'impression qu'après plus de 60 ans d'indépendance, les pays africains n'ont pas vraiment accédé à leur souveraineté? Les pays africains, dont le Togo, il y a certains qui pensent qu'on n'a pas vraiment accédé à la souveraineté. Qu'est-ce qui explique cela? D'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui explique peut-être cela? Je ne suis pas du lot de ceux qui se plaignent de l'influence extérieure sur notre politique ou dans notre économie. Je pars du principe que nous nous sommes battus pour l'indépendance. Nous avons obtenu l'indépendance, qu'elle a été octroyée ou obtenue de force. À partir du moment où nous avons obtenu l'indépendance, il est de notre responsabilité de protéger cette indépendance et de la rendre utile au plus grand nombre. Je vais dans beaucoup de pays, dans le cadre de mes activités, qui permettent de visiter des pays qui ont aussi été colonisés. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que la sous-région ici, où les choses ont été faites différemment et les gens sont à l'aise aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut comprendre que
notre indépendance, c'est pour nous. La blodée que nous avons obtenue, qui est la liberté, c'est pour nous. C'est une responsabilité. Ce n'est pas seulement un slogan ou une incantation. Elle s'accompagne du devoir de travailler pour protéger notre indépendance, travailler pour protéger notre économie, redistribuer les richesses équitablement, gouverner nos pays correctement, parce que vous notez que ce soit la politique de M. Olympio Sylvanus, le père, de 60 à 63, quel qu'en soit le jugement qu'on peut porter sur cette politique dont nous sommes héritiers, que nous assumons, on s'est retrouvé dans une situation de crise qui a amené un coup d'État. Parce que si tout allait bien, il n'y aurait pas de coup d'État. Bon, on peut nous dire qu'elle s'était téléguidée et tout le reste. En tout état de cause, nous étions dans une situation qui a amené un coup d'État. 4 ans plus tard, un nouveau coup d'État. Et ensuite, nous avons eu un long règne de près de 38 ans, avec plusieurs tentatives de coup d'État, même si ça n'a pas nécessairement abouti. Donc c'est pour vous dire que le système n'était pas encore suffisamment stable. À un moment donné, il y a un petit groupe qui pense qu'il peut s'emparer du pouvoir d'État à son profit. Il faut qu'on comprenne que l'État nous appartient tous. Quand j'entends les gens parler dans la circulation parfois, on dirait qu'ils habitent le Togo et que l'État est une entité étrangère qui est au-dessus d'eux. L'État leur appartient, l'État c'est eux. Le gouvernement travaille pour vous. Et le gouvernement, vous pouvez l'encourager en votant pour lui ou le sanctionner en votant pour l'opposition. Donc il faut vraiment s'approprier son indépendance et s'approprier tous les leviers. Et ne pas penser que c'est les leaders politiques ou les leaders économiques ou le chef de l'État ou le Premier ministre ou juste l'Assemblée qui sont responsables des questions politiques et économiques et que nous sommes spectateurs. Donc c'est le fait d'être plus spectateur qu'acteur de notre propre destin qui fait qu'on a l'impression que tout est téléguidé de l'étranger. Oui, les gens peuvent faire des projets contre ou pour nos intérêts. Tout le monde défend ses intérêts, personne n'a d'amis. Mais il est de notre responsabilité, comme nous protégeons nos maisons, nous mettons des caméras, des gardiens, de protéger notre pays et de faire ce qu'il y a à faire pour que notre indépendance ne soit pas un vain mot, mais soit quelque chose qui politiquement, économiquement et socialement bénéficieux à nos populations. Je n'ai pas fait le bilan social un peu plus tôt quand vous me posiez la question et le volet social, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais vous noterez qu'en mettant des systèmes politiques qui ne sont pas en adéquation avec notre structure sociale, nous allons d'un système politique à l'autre et il y a toujours un fond de malaise. Que ce soit sous la période Olympio ou sous la période du parti unique, on a fait le parti unique, mais on l'a mal fait. Alors, ou pas mal fait, mais on l'a fait d'une façon qui n'a pas permis au parti unique de bénéficier au pays. Alors on dit, bon, si on va à la démocratie, on va être plus heureux. Mais on fait la démocratie aussi, nous sommes toujours abonnés à la misère. Donc à un moment donné, il faut comprendre que quel qu'en soit le système politique que nous voulons mettre en place, nous devons en accepter les principes et les valeurs et les principes qui sous-tendent ce système-là et le faire correctement pour pouvoir en tirer les fruits. Sinon, c'est comme un médicament. Si vous prenez la prescription à moitié, vous ne guérirez jamais. Vous allez d'une maladie à l'autre. Honorable, aujourd'hui, le Togo, comme plusieurs pays africains, sont classés parmi les plus pauvres et parfois les plus malheureux en 3 ans d'indépendance. Pourquoi sommes-nous toujours à ce niveau? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne partage pas cette Vous n'êtes pas d'accord avec ces classements? Oui, je ne suis pas... Bon, est-ce qu'il y a une source? Est-ce qu'il y a des chiffres spécifiques? Ce que je peux dire, c'est que je vois que nous ne sommes pas où nous devrions être. Après 63 ans d'indépendance, quand on nous compare avec des gens qui étaient dans des situations à peu près similaires comme la Corée ou d'autres pays, ils ont une longueur d'avance sur nous. Mais je ne pense pas que qu'on est plus malheureux, qu'on est plus pauvre. Non, c'est une question d'état d'esprit. Si dans ta tête, tu penses que si tu n'as pas 1 million dans ton compte, tu es pauvre, tu es déjà pauvre. Et si on te donne 1 million... Est-ce qu'il n'y a pas un minimum vital qui te permet quand même de déterminer le niveau de pauvreté? Alors, il y a les données des Nations Unies, les critères de la Nations Unies, de la Banque mondiale et tout cela. Mais ce que moi je dis, il y a ce que nous voyons, qui est que la ville n'est pas nécessairement des plus propres. Il y a l'insalubrité. Les gens ont du mal à boucler leur budget. Depuis qu'on a mis les microfinances en place, vous voyez la ruée sur les microfinances, ça veut dire qu'il y avait un besoin d'un financement important. Je pense que nos États, je ne dirais pas ont failli, puisque nous travaillons dans des institutions quand même, mais nous n'avons pas maximisé
notre utilité ou la façon dont on pouvait servir les populations. Il y a trop de choses à faire encore qui auraient dû être faites depuis plusieurs décennies. Et donc, l'occasion des 63 ans que nous avons aujourd'hui qui nous est donnée de faire le bilan, ce n'est pas pour dire qu'on n'a rien fait, jeter un regard sombre sur notre pays, mais c'est de dire qu'il est encore temps de changer la donne. Nous avons une population en forte croissance. En 85, nous étions autour de 2 millions. Nous sommes à 8 millions aujourd'hui. Nous avons une population jeune. Nous avons une population de plus en plus éduquée. Nous avons un système démocratique dont toutes les structures sont en place. On a juste des problèmes de culture. C'est-à-dire qu'on anime les structures démocratiques, pour certains, pas pour tous, avec la culture du parti unique. Mais ça va se corriger avec le temps. On a encore beaucoup d'atouts. Donc nous avons le capital humain, nous avons la terre, nous avons tout pour réussir. Donc on ne peut pas dire qu'on a échoué. Il faut maintenant seulement arrêter de nous quereller sur le plan politique, conserver la stabilité que nous avons sur le plan politique, avoir une classe politique qui cherche des consensus, qui cherche des compromis, qui cherche des solutions aux problèmes auxquels nous faisons tous face, au lieu que ça ne soit qu'une lutte pour que j'arrive au pouvoir ou que tu arrives au pouvoir et qu'à cause de ça on se bagarre et on ne développe pas le pays. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il n'est pas normal qu'on n'ait pas encore une couverture de 100% en eau dans le pays, 100% en électricité, qu'on ait suffisamment d'emplois, notre jeunesse s'expatrie toujours, qu'on n'ait pas un système éducatif qui est un des meilleurs de la sous-région. Donc oui, il y a des insuffisances, d'énormes insuffisances. Nous sommes en retard. Mais nous avons tout ce qu'il faut pour résorber ce retard. Donc je ne veux pas tenir un discours défaitiste. Je veux tenir plutôt un discours qui dit que ce qui s'est passé est passé. Tirons-en des leçons. Et maintenant, faisons ce qu'il faut pour que nos enfants et nos petits-enfants n'aient pas à faire face aux difficultés auxquelles nous faisons face en ce moment. Vous avez touché du point certains aspects clés du vivre ensemble et des aspects sociaux des Togolais, l'éducation, la santé surtout. Aujourd'hui, on crie généralement à une baisse de niveau, on parle d'une insuffisance du système de santé de façon générale sur toute l'étendue du territoire. Les centres de santé ils ne sont pas en nombre suffisant, le plateau technique n'est pas là, les compétences, on dit qu'ils s'en vont. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Togolais a du mal à s'épanouir au plan social, d'abord côté éducation et puis côté santé? Qu'est-ce qui fait cela? Et a-t-on aussi de l'espoir que dans un avenir proche, cela puisse changer? Je dirais qu'il faut regarder cette question-là de façon holistique. Lorsqu'on a un petit pays comme le Togo, qui est un rectangle de 56 000 km², avec une population d'environ 1 million ou même moins au début des années 60, ce qu'il est important de faire à ce moment-là, je pense que c'est ce que faisait le président Olympio, c'est de structurer le pays pour le développement. C'est-à-dire que donc vous mettez un système éducatif, un système d'éducation digne de ce nom, vous mettez un système de santé digne de ce nom, vous utilisez les politiques keynésiennes pour injecter beaucoup d'argent dans le système, pour structurer le pays et pour créer un secteur privé qui va créer de la richesse, qui va créer de l'emploi. Et quand vous avez un secteur privé qui a atteint un certain niveau d'industrialisation, un certain niveau de production, parce que à ce moment-là, vous avez une masse critique d'entreprises qu'on peut imposer par le biais de la fiscalité pour financer le système. Et vous avez donc des populations qui sont fiscalisées aussi qu'on peut imposer pour financer le système. Donc les deux poumons de nos recettes à ce moment-là sont l'impôt sur les sociétés plus ou moins et l'impôt sur le revenu des particuliers. Mais lorsque on est en train de structurer le pays et que nous sommes cycliquement aux prises avec des coups d'État ou des problèmes de terrorisme et tout cela, on n'a pas la paix pour faire ce genre de politique. Et la facture vient plus tard. La facture, c'est il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ou bien il y a de l'eau, il y a de l'électricité, mais pas en quantité suffisante, il y a des coupures. Dès qu'on stabilise un peu la situation pour essayer de nous concentrer sur le développement, on dit mais ceux-là, c'est des gens qui sont vendus, ils ne savent pas c'est quoi faire l'opposition, et bon, on n'avance pas. Moi, ultimement, je veux qu'à l'horizon 2030, le Togo soit un pays émergent. S'il ne l'est pas encore, au moins qu'on ait conservé une certaine stabilité au plan politique qui permet de faire un certain nombre d'enjambées qui vont permettre à n'importe quel gouvernement qui arrive d'accélérer le développement du pays, comme vous l'avez vu dans certains pays voisins qui
ont On pris un connu élan un de boom développement. subit. Mais il y a eu des fondations, il y a un travail de fond qui a été fait. Et c'est ce travail de fond-là que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous ne sommes pas critiques, c'est pourquoi nous n'insultons pas tous les jours. Nous ne voulons pas que quand il pleuve, tu sois obligé de quitter ta maison. Ou que de toutes nouvelles routes qui sont construites et qui ne sont même pas encore inaugurées, quand vous passez dedans, c'est plein d'eau. Donc, moi, je ne suis pas là pour critiquer, je suis là pour arranger, réparer et proposer des solutions. Ce que je veux vous dire, c'est que sur le plan social, nous avons une crise des valeurs. Les gens travaillent beaucoup moins. Les gens sont moins productifs. Ils sont distraits tout le temps au téléphone, au travail, sur TikTok. Ils n'utilisent pas la technologie et tout ce que nous avons pour augmenter leur valeur personnelle, pour pouvoir être compétitifs. À quoi cela est dû? Ben, écoutez, quand vous gagnez, à l'époque, le SMIC était à 35 000, maintenant il est à 52 000, Dieu merci. Quand vous travaillez 40 heures par semaine, et qu'on vous verse votre salaire et qu'après avoir payé toutes vos charges, il ne vous reste même pas de quoi aller prendre un repas au restaurant, pourquoi vous travaillez? Donc à un moment donné, vous êtes démotivé, c'est-à-dire que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, ça revient au même, vous êtes fauché structurellement. Si vous commettez l'erreur d'aller emprunter de l'argent pour payer des dépenses courantes, là vous rentrez dans un piège sans fin, qui est celui de l'endettement. Vous prenez un crédit pour payer un autre. Et donc, le mal vivre, vous n'êtes plus à l'aise, vous êtes chez vous, mais vous êtes plus ou moins esclave d'une situation qui fait que vous n'êtes pas à l'aise. Nous, l'ambition que nous avons pour le Togo, c'est, étant donné que nous avons une jeunesse et que nous avons un certain nombre d'atouts, et que notre pays est déjà un hub portuaire, un hub aéroportuaire, nous voulons en faire un hub financier, nous voulons en faire un hub touristique, et nous voulons en faire une place commerciale de premier choix, un hub commercial où les gens viennent acheter, parce que nous avons de gros voisins comme le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les gens viennent acheter pour aller revendre chez eux, ou bien les gens, on attire des investissements obliques, c'est-à-dire que les gens viennent installer leurs industries ici ou leurs compagnies ici, mais notre marché étant étroit, ils produisent ici et ils réexportent une grande part. Quand vous regardez notre histoire, vous verrez qu'avec la zone franche et tout ça, on essaie de faire ces choses-là, mais il y a eu tellement d'instabilité politique qu'on n'a jamais eu le temps de vraiment s'asseoir et pendant 5 ans se concentrer uniquement sur structurer le pays correctement pour mettre les gens à l'aise. Et la facture nous rattrape. Donc nous voulons que ces problèmes-là s'arrêtent. Donc nous allons toujours garder, avec l'assentiment des populations, un environnement politique stable pour qu'on puisse se concentrer aux questions de développement et que les critiques que nous formulons au gouvernement soient plus sur les insuffisances au niveau de leur politique de développement que sur des questions de qui sera président, qui sera premier ministre, des histoires qui, en bout de ligne, n'apportent rien aux Togolais à midi ou le soir à manger. À vous suivre, M. Sénal. Et puis, on a l'impression que peut-être le vivre au Togo n'est plus un facteur qui attire vraiment, parce que le niveau social des Togolais, vous avez touché un point tout à l'heure, le SMIC qui a entre-temps augmenté, mais le niveau de vie des Togolais, même de ceux qui travaillent, n'est pas cela. Que préconisez-vous pour que dans un avenir proche, le Togo puisse quand même sortir de cette situation et que les Togolais soient fiers de dire qu'ils sont Togolais et de travailler pour le développement du Togo? Alors, je saisis l'occasion des 60 ans d'indépendance que nous avons aujourd'hui, 63 ans. 63 ans, pour lancer cet appel que je lance continuellement au gouvernement. Il faut qu'on sache combien nous sommes au Togo. Nous avons fini le recensement, c'est bien, nous sommes 8 millions. Nous allons commencer le recensement électoral pour aller voter, c'est aussi bien. Nous avons besoin de faire l'identification biométrique. Nous devons savoir exactement combien nous sommes ici. Et chacun a une identité et un identifiant unique. Ça, c'est un. Le deuxième appel que je lance, il faut vraiment trouver un mécanisme pour qu'on identifie les populations, c'est-à-dire qu'on leur délivre des pièces d'identité à l'échelle nationale. C'est que dès que tu es né, si tu es né dans un centre de santé, avant que ton bébé ne quitte le centre de santé, on a déjà rempli tous les papiers. Comment cela est-il possible si tous les enfants ne sont pas nés dans les centres de santé? Alors, j'en viens. Quand je parle d'identification biométrique, ça veut dire que tout le monde a une adresse. Oui. Et si nous sommes en majorité à la prochaine législature et que nous avons l'occasion de participer à la formation ou à l'action gouvernementale, nous allons peser de tout notre poids pour que l'adressage des rues se fasse correctement avec une géolocalisation. C'est-à-dire que sur ton portail, il y a ton adresse qui est écrite et tu as un QR code que quand on scanne, on peut géolocaliser ta maison. Donc même si ton bébé est né chez toi, tu peux aller en ligne. Je parle des hameaux les plus reculés.
Oui. Ça suppose un certain travail de développement rural d'abord. Même si tu habites une case avec de la paille comme portail, tant qu'on peut accrocher une adresse en disant que ça c'est rue Kofi Kodjo, numéro 10, et on met le QR code, ou même mettre ça collé sur ta case, c'est l'endroit où tu es supposé vivre. Et quand tu quittes là-bas, tu as 30 à 60 jours pour informer la commune que tu as déménagé. Sinon, tu ne bénéficieras pas de services. De toute façon, il y aura plusieurs moyens de le recouper. Donc, quand j'en parle, les gens pensent qu'on est compliqué, mais l'identification des populations, l'adressage correct des rues, c'est le b.a.-ba de toute politique de développement. Ça ne te sert à rien de venir faire de gros aéroports, de faire de gros numériques, si tu n'as pas fait la base. Alors, à quoi cela va servir pour le Togolais lambda? En quoi cela va contribuer à son bon vivant? Alors, ça va permettre de déployer les filets sociaux de façon plus optimale. Si on se retrouve dans une situation où, comme c'était le cas pour Novici, il faut aider les ménages les plus démunis parce qu'ils sont à la maison, parce que tout le monde a un identifiant unique et tout le monde est recensé, enregistré, on sait qui habite où et que tout le monde est fiscalisé, ou bien 80% des gens sont au moins fiscalisés, juste en tirant, en allant voir nos amis de l'OTA pour dire mais qui sont les Togolais dont les revenus sont entre 0 et 50 000. Ils vont pouvoir nous tirer ce fichier au lieu de nous appuyer sur le fichier électoral ou faire d'autres combines, pas des combines, mais au lieu de faire d'autres choses qui n'ont... C'est de l'à peu près. Il faut pouvoir utiliser des bases de données. Comme ça se fait partout. Et les gens qui nous gouvernent, avec qui nous travaillons en bonne intelligence, ont tous fait de très bonnes études. Il suffit juste qu'on s'entende pour dire qu'on va continuer à développer ce pays. Il n'y a pas une menace contre quelqu'un que je te demande cette information-là pour te saboter, pour prendre ta place. Il faut qu'on mette les populations comme unique priorité et leur bien-être comme seul objectif. Si nous faisons ça, je pense qu'avec le génie du Togolais, nous allons dépasser nos voisins. Ok. Honorable, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel mot avez-vous à l'endroit des Togolais qui célèbrent le 3e anniversaire d'indépendance du Togo aujourd'hui? Et quel est votre espoir pour un avenir du Togo? Ce que je voudrais dire aux Togolais, et comme je le disais au début de l'émission, nous devons travailler ensemble pour bâtir un pays qui nous ressemble et qui nous rassemble, dans la pure tradition de la Blodé. La Blodé, c'est la liberté, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour un petit groupe contre le reste du monde. On veut que le Togo soit un pays de paix, on veut que le Togo soit un pays de liberté, on veut que le Togo soit un pays de prospérité, et c'est ensemble, en nous parlant, en faisant du dialogue, la pierre angulaire de construction de notre édifice démocratique, que nous y arriverons. Nous avons un problème de vie chère. La vie chère ne concerne pas un parti politique. Donc je nous invite, pour ces questions que sont la vie chère, les problèmes de défense et de sécurité que nous avons, à aller au-delà des clivages politiques. La patrie avant les partis. Mettons-nous ensemble, bâtissons un pays qui nous ressemble, un pays qui nous rassemble pour faire du Togo l'or de l'humanité, comme l'ont rêvé les pères fondateurs de la Blodé, dont nous sommes tous héritiers. Merci beaucoup, Sénal, et puis d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous souhaitons une très bonne journée de l'indépendance, très belle fête de l'indépendance à tous les Togolais. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup.